Bien, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette visioconférence organisée par Réponsimo et qui porte naturellement sur l'immobilier. Alors, je voudrais juste, avant de planter le décor, rappeler que cette conférence vient à la suite d'un débat qui avait pour thème l'acquéreur et qui était consacré spécifiquement sur la relation de confiance à tisser envers l'acquéreur dans cette période difficile de la crise sanitaire ou la crise Covid. Alors, le thème d'aujourd'hui est plus généraliste. On parlera de feuilles de route à observer pour une reprise de l'activité immobilière au Maroc. On va parler de plusieurs aspects, d'aspects réglementaires, fiscaux, juridiques, et également aborder un petit peu l'offre aujourd'hui par rapport aux besoins. Alors, je vais rapidement présenter nos invités. Je vais commencer par Si Anis Benjeloun, qui est vice-président de la FNPI. Bonjour Si Benjeloun. Bonjour, c'est Amine. Bonjour, messieurs. J'ai également parmi nous Maître Jed Aboulajbel, qui est notaire à Casablanca. Et enfin, bonjour à tous. bonjour. Et enfin, last but not least, Rachid Siddiq Sred, qui est expert comptable et spécialiste, un expert également en fiscalité. Bonjour. Bonjour, c'est Rachid. Alors, je disais en préambule, aujourd'hui, on parle de loi de finances rectificative. La crise sanitaire qui semble s'achever va éventuellement laisser place à une crise économique. C'est donc dans un contexte difficile que la reprise d'activité va s'opérer. Cette crise dont on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle a commencé, ni quand est-ce qu'elle va se finir. Donc, on va rester très humble et très modeste vis-à-vis de cette crise. On n'est pas dans un post-Covid que je vois souvent, parce que bon, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, la crise Covid, c'est encore aujourd'hui et peut-être encore demain. Donc, on va rester très, très prudent par rapport aux prévisions. Par contre, là, ce qu'on est en train de vivre, c'est une période de déconfinement progressive et avec une reprise d'activité des différents secteurs de l'économie nationale, dont l'immobilier. Des showrooms vont réouvrir, l'activité des chantiers va reprendre, les ouvriers vont revenir, etc. Et donc, on est aujourd'hui en train de se poser la question comment est-ce que dans ce contexte, la reprise va s'opérer. Donc, ma première question, je la dirige vers Anis Benjeloun. Ma question s'adressait à vous par rapport à cette feuille de route de l'immobilier, cette feuille de route de reprise de l'activité de l'immobilier au Maroc, dans le contexte que nous vivons actuellement. Merci pour votre invitation. Avant toute chose, il y a lieu de dire que, disons, la crise du secteur était antérieure au Covid et que le Covid n'a fait qu'accentuer de manière très sensible les difficultés du secteur. Bon, la situation actuelle a abouti à un quasi-arrêt donc des chantiers et des ventes et un assèchement des liquidités donc des promoteurs immobiliers. Quelles sont les difficultés actuellement que nous vivons? Effectivement, la population marocaine a d'autres soucis en tête que d'aller se diriger vers une acquisition d'un logement. Nous espérons que cette difficulté ne sera que passagère. Il est à rappeler que le secteur de l'immobilier contribue avec tout son écosystème pour plus de 16% du PIB. Encore une fois, quelques chiffres, c'est 1 million d'emplois, c'est à peu près le tiers des crédits octroyés par les banques à l'économie nationale. C'est une part importante au niveau de l'IS et c'est aussi des emplois qui sont offerts à une population qui est en majorité peu qualifiée et qui a besoin donc de ce complément de salaire pour satisfaire ses besoins journaliers. Alors, quelles sont les perspectives? Les perspectives, qu'est-ce qui était demandé? La Fédération nationale des promoteurs immobiliers a rédigé plusieurs documents qui ont été adressés aux différents responsables du gouvernement pour tenter d'alléger les effets de cette crise. Il y a eu, il faut le dire, c'est d'une manière claire et affirmative,
que la ministre du secteur, la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Aménagement du Territoire, a été très honnêtement à la hauteur de nos espérances. Elle a tenté avec tous ses moyens de redynamiser donc ce secteur-là. Elle a été à l'écoute de nos doléances ainsi qu'aux doléances de tous les acteurs qui participent à la réalisation des bâtiments. Les promoteurs immobiliers, les architectes, les ingénieurs géomètres topographes, la Fédération des matériaux de construction, etc., etc. Il a été demandé certaines dispositions, à savoir une réelle facilitation, on parle d'une réelle facilitation des démarches administratives. Des circulaires ont été émises par Madame la Ministre, mais il faut dire que malheureusement, au niveau du terrain, l'application de ces dispositions n'a pas eu une implication directe. Pourquoi? Parce qu'en fait, la décision d'autoriser ou de ne pas autoriser un plan architectural est diluée entre 4 ou 5 intervenants. Il y a effectivement les agences urbaines qui en partie dépendent du ministère, mais il y a également les communes, il y a également les préfectures, et il y a les wilayas, etc., qui ne dépendent pas donc du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Donc ça c'est un premier problème. Mais un pas important a été fait avec la mise en place de la plateforme dématérialisée ROHAS, qui connaît certaines imperfections et qui doit être améliorée. Il a été aussi proposé de réduire les taux d'enregistrement ou bien des annuler carrément les droits d'enregistrement et de la conservation foncière au profit des acquéreurs. Il est à rappeler que ces taux ont été augmentés de 100% il y a 2-3 ans de manière unilatérale par le gouvernement, ce qui disons, alourdit passablement les charges pour les acquéreurs. Il a été demandé également à ce que les crédits bancaires soient revus à la baisse pour les acquéreurs, de manière aussi que les charges mensuelles soient un petit peu plus allégées. Il a été demandé également de voir si la TVA sur les crédits immobiliers pour les acquéreurs ne puisse pas être, disons, revue à la baisse ou quasiment exonérée. Ou bien, oui, c'est une TVA de 10% sur les intérêts. Il a été demandé également que le référentiel de l'immobilier soit mis en sourdine ou bien soit complètement, disons, abandonné. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le marché est baissier et ça peut constituer, et ça constitue d'une certaine manière un blocage pour les transactions. Il y a eu à un moment donné les notaires qui ont fermé donc leurs études, et ça a aussi constitué des blocages pour la facilitation des démarches administratives. C'est globalement, bon, ça ce sont les propositions d'action immédiate. Il y a eu d'autres actions. Qu'est-ce qui a été acquis par rapport à ces propositions? Parce qu'on a vu des choses circuler ces derniers jours. Je pense qu'effectivement, il y a une loi de finances rectificative qui est en cours de finalisation. Je pense que, bon, on n'a pas les détails précis, mais nous avons grand espoir à ce que les réductions des droits d'enregistrement et d'inscription à la conservation foncière soient réduites. Nous avons aussi grand espoir de voir le référentiel de l'immobilier mis en veille, au moins mis en veille, parce qu'il constitue aussi un effet bloquant. Nous avons grand espoir aussi que la dématérialisation et la facilitation des démarches administratives soient réellement mises en place, et ne reste pas un vœu pieux de Madame la Ministre qui en fait un combat personnel, parce qu'il y a plusieurs intervenants, comme je viens de vous l'expliquer. Il faut absolument lever ces obstacles-là. L'Ordre des architectes nous a parlé de 15 à 20 000 dossiers en cours d'instruction ou bien en blocage sur tout le territoire. C'est un chiffre qui est non négligeable et qui peut représenter jusqu'à 30 à 40 milliards de dirhams d'investissement pour plus de 300 à 400 000 emplois. C'est non négligeable. C'est non négligeable. Très bien. Alors, je voudrais juste que vous me confirmiez, vous m'infirmiez l'information selon laquelle les informations qui filtrent par rapport à cette loi de finances rectificative et qui concernent le volet acquéreur que vous avez évoqué, les acquéreurs d'un logement social seraient exonérés des droits d'enregistrement et de conservation foncière. Des réductions toucheront ces mêmes droits pour les autres catégories de biens immobiliers. Ils seront réduits de 50% pour les logements achetés à moins de 1 million de dirhams et de 25% pour celles dont le prix dépasse 2 millions de dirhams. Et enfin, la suppression du référentiel des prix de l'immobilier. Est-ce que vous confirmez ces informations? Écoutez, en tout cas, ça fait partie de vos demandes, ça fait partie de nos demandes. Ça fait partie de nos demandes pour une relance, disons, immédiate, parce qu'il y a des mesures immédiates, des mesures à moyen terme et des mesures à long terme. Nous avons grand espoir que ces mesures-là soient adoptées. Et à titre comparatif,
pour les logements neufs hein, vendus en France, par exemple, il faut se comparer à la France, l'ensemble des droits d'inscription pour un acquéreur tourne autour de 1,7% du bien acquis. Ici, au Maroc, vous avez l'enregistrement qui est de 4%, vous avez 1,5% de la valeur du bien acquis, plus un droit d'inscription de 1,5% sur les crédits hypothécaires des acquéreurs. Ça, c'est uniquement la partie acquéreur. Mais pour la partie donc, promoteur immobilier, vous avez le même process. Vous avez 1,5% donc, de droit d'inscription pour le terrain. Vous avez 1,5% de droit d'inscription pour les hypothèques des banques. Vous avez le droit de mise en concordance qui est de 1,5%. L'éclatement des titres qui est aussi de 1,5%. Donc, tout ça, en global, ça fait lourd et ça représente 12 à 14% du prix global. Mais nous, on s'est concentré uniquement sur la réduction des droits pour les acquéreurs. Pour les promoteurs immobiliers, on a laissé ça de côté. Effectivement, parce qu'un acquéreur qui revient sur le marché, c'est un promoteur qui en bénéficie. Donc, en agissant sur l'acquéreur, en fait, on nourrit tout l'écosystème. C'est Rachid, la refonte, on va dire, fiscale, la réforme fiscale, la fiscalité immobilière aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui a du sens dans le contexte actuel que nous vivons, où on assiste à des recettes en baisse, des recettes fiscales en baisse de façon globale de toute l'économie, parce que quand même, qu'on le veuille ou non, on est rentré dans une période de récession économique. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de volonté, de demande en ce sens pour baisser les taux d'intérêt, baisser les droits, baisser, etc. Mais aujourd'hui, est-ce que l'État marocain a cette capacité de réduire, de donner en fait toutes de répondre positivement à toutes ces doléances, sachant que les capacités budgétaires ne sont pas infinies? D'abord, merci pour l'invitation. Alors, moi, je pense le contexte, il est un peu spécial parce qu'il y a un contexte qui est dominé par cette crise qui est liée à la pandémie, mais il y a également ce qui s'est passé avant. Parce qu'on sait que le secteur est sorti d'une période où on a demandé aux promoteurs immobiliers de régulariser leur situation fiscale. Et donc là aussi, il y a, il y a des effets qui ont pesé sur les promoteurs immobiliers qui, la plupart, ont contribué disons, à cette campagne qui a été lancée à la fin de l'année dernière, 2019. Alors maintenant, cette crise impose un traitement très, très rapide. Très rapide. Donc, je me demande pourquoi une loi de finances rectificative a pris du temps déjà pour décider disons, de mettre la procédure en place. Et puis, aujourd'hui, il y a des mesures très, très urgentes. Il faut réagir très, très rapidement. Parce que le contexte, il est difficile. Les entreprises, leurs trésoreries sont asséchées. Il y a un problème de baisse de pouvoir d'achat. Il y a un problème de délai de paiement. Délai de paiement, ça, c'est très important parce que pratiquement personne n'en parle aujourd'hui, mais c'est des choses qui vont se manifester très, très prochainement. Donc, beaucoup d'entreprises vont tomber en cessation de paiement. Qu'elle le veuille ou non, donc on va tomber dans ce qu'on appelle des difficultés d'entreprise qu'il va falloir traiter. Donc aujourd'hui, il y a des actions ciblées qu'il va falloir mettre en place. Bon, bien sûr, la fiscalité constitue un élément important, mais ce n'est pas le seul élément sur lequel on devrait agir. On devrait agir sur disons, sur l'investissement, promouvoir l'investissement, permettre aux gens d'investir. Et Dieu sait que pour les projets de promotion immobilier, c'est des projets qui sont très, très… Très capitalistiques. Très capitalistiques. Donc, c'est des montants énormes. Et quand on est bloqué dans un stade, ça coûte excessivement cher. Je me rappelle à l'époque où on évaluait les stocks des sociétés des promoteurs immobiliers. Donc, des fois, on était sur des situations où on perdait chaque jour, en termes d'intérêt financier, un bien, un appartement, une unité. Chaque jour, donc chaque jour qui passe, donc ça coûte à l'entreprise, au promoteur immobilier, un bien. Donc, il a tout intérêt à céder. Donc, aujourd'hui, il y a des mesures fiscales, certes, qui sont en cours d'études, qui sont à l'étude avec l'intervention
des professionnels du secteur. Donc, je salue la participation de la Fédération des promoteurs immobiliers à cette action. Et donc, certainement, il y a également des experts, il y a également des spécialistes. Et donc, la problématique et il y a également le deuxième volet qui concerne le financement. Donc, il y a un allègement des financements, que ce soit au niveau de la demande ou au niveau des promoteurs immobiliers. Donc, les promoteurs immobiliers aujourd'hui sont dans des situations de crise parce qu'ils n'arrivent pas à vendre, ils ont des stocks, ils ont des échéances qui tombent, ils ont des fournisseurs qui eux-mêmes emploient du personnel. Et donc, c'est une sorte de propagation qui se fait de manière très, très, très rapide. Alors, Et, pour faire redémarrer le marché et effectivement répondre à toutes ces charges qui sont réelles, la clé reste entre les mains d'une demande solvable. c'est ça. Donc Exactement. aujourd'hui, la demande solvable, est-ce que les seuls leviers, c'est baisser les droits d'enregistrement, de conservation foncière, baisser les taux d'intérêt bancaires pour les faire revenir et peut-être baisser aussi les prix des actifs immobiliers, c'est-à-dire mettre une offre. Il y en a qui parlent d'une décote de 10%, de 15%, de 20%. Parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est l'acquéreur qui détient entre les mains la survie du secteur. Parce que si demain l'acquéreur n'est pas là, le promoteur ne vendra pas. Absolument, absolument. Donc, c'est une problématique de pouvoir d'achat déjà, parce C'est une qu'aujourd'hui, problématique de pouvoir d'achat. on sait que beaucoup de gens, beaucoup d'acquéreurs commencent disons, ils sont dans une situation difficile et il va falloir il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a d'autres qui travaillent dans des conditions difficiles, il y a des chefs d'entreprise également ou les petits comment on appelle ça, les auto-entrepreneurs aujourd'hui qui, dans le contexte actuel, n'arrivent pas à assurer un niveau de vie normal. Donc, il y a une situation globale qui appelle des traitements spécifiques. Il faut analyser la situation de manière globale. Donc, et également aller dans un certain nombre de détails pour pouvoir faire un traitement approprié, que ce soit au niveau du promoteur immobilier qui aujourd'hui doit continuer à fonctionner pour qu'il puisse assurer les emplois nécessaires, mais également pour le citoyen lambda qui doit également disposer de ressources, non seulement pour régler ces échéances qui tombent, mais également pour pouvoir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a également des gens qui ont des échéances de crédit immobilier sur lesquels ils sont engagés et aujourd'hui devront également s'acquitter de ces échéances. Bon, bien sûr, on ne peut pas trop demander à l'État et à l'administration fiscale parce que le problème, il est là également, parce qu'il y a un certain nombre de dépenses incompressibles. Alors, je vais donner la parole à présent à Maître Aboulachbel. Maître Aboulachbel, vous avez repris l'activité le 23 mai, il me semble, n'est-ce pas? Les notaires ont repris l'activité au niveau de leurs études le 23 mai. Alors, je vous réponds par rapport à ça. Tout d'abord, Rami Mernissi, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de s'exprimer sur ces sujets, même si, je vous le répète, je vous le dirai tout au long de cette émission, je ne parle qu'en mon nom et pas au nom des notaires. Tout à fait. Alors, par rapport à la question que vous posez, effectivement, l'Ordre national des notaires avait donné instruction à l'ensemble des notaires de fermer ses études. Dès le début de l'état d'urgence, nous avons dû fermer nos études. Et cela pendant un mois. Nous n'étions autorisés du 23 mars au 23 avril qu'à ouvrir pour traiter les dossiers extrêmement urgents, sinon l'étude devait être fermée. À partir du 23 avril, il y a eu un changement de cap. Toujours sur instruction de notre ordre national, l'on s'est rendu compte que la fermeture des études notariales avait un préjudice évident pour l'activité économique, puisque les promoteurs ne pouvaient pas vendre leurs produits, pour les banques qui ne pouvaient pas concéder de prêts parce que sans notaire, il ne pouvait pas y avoir de garantie hypothécaire. Et de ce fait, nous avons été autorisés exceptionnellement, alors que nous étions en plein état d'urgence, à ouvrir nos études avec des mesures de sécurité drastiques pour nos collaborateurs et aussi pour les usagers éventuels.
avec des horaires très réduits de 9 heures à 14 heures afin de permettre de traiter ces dossiers. Donc oui, depuis le 23 avril, nous avons ouvert nos études facultativement parce que les notaires n'étaient absolument pas obligés de le faire. C'était une option et d'ailleurs de nombreux notaires ne l'ont pas fait tout simplement parce qu'il n'y avait pas de dossier. Parce que nous ne sommes pas les seuls maîtres de l'acte. Il faut qu'il y ait des parties qui souhaitent venir. Il faut après qu'il y ait des administrations qui fonctionnent. Moi, depuis le 23 avril, j'ai ouvert mon étude. J'ai pu établir des actes parce que nous avions signé des compromis antérieurs à la période d'état d'urgence. Et donc, j'ai pu voir comment la situation avait changé au niveau des administrations en cette période de crise, comment des mesures importantes avaient été prises afin de faciliter notre travail. Alors, évidemment, dans cette hypothèse-là, nous avons pu répondre à la demande de tous. Alors, quelles sont les choses qui vous ont, qui ont permis, si vous voulez, de faciliter à la fois votre travail, mais également de constituer un élément, je dirais, appréciable pour un futur acquéreur, notamment sur le plan digital. Il y a eu pas mal de choses qui ont été actées pendant ces 3 derniers mois. Alors, ici, je dois le reconnaître, il y a eu des avancées qui m'ont beaucoup surpris. Tout simplement parce que je n'imaginais pas qu'on avait une capacité d'adaptation. Je ne dis pas que la situation est parfaite, mais je constate que des progrès ont été accomplis du fait de la crise. Alors, dès le 23 avril, j'ai ouvert mon étude et immédiatement, j'ai passé un premier acte de vente. J'ai donc pu recevoir les clients, puisque comme vous le savez, les notaires doivent recevoir en leur étude les parties. C'est une règle imposée par la loi qui régit la profession notariale. Mais le fait que nous puissions recevoir les clients ne signifie pas que l'acte produit est fait. Nous sommes impuissants si l'administration fiscale ou l'administration foncière ne fonctionne pas. Or, nous avons pu constater qu'elle fonctionnait. Même si la présence était très réduite dans ces administrations, nous avons pu enregistrer nos actes, et cela depuis longtemps car nous avons un système digital qui permet d'enregistrer les droits d'enregistrement de nos études. Et ça, c'est un acquis de la profession parce que notre ordre est à l'origine d'un système informatique qui s'appelle TAOTI, qui a travaillé en concertation avec la DGI et qui permet de l'étude de payer les droits d'enregistrement sans avoir le moindre déplacement physique. Donc, tous les droits d'enregistrement ont pu être acquittés à l'instant même sans qu'il y ait besoin de mobilité physique, de mobilité humaine. Ce qui était nouveau, c'est les services qu'a offert la conservation foncière. La conservation foncière est une administration complexe. Or, elle a mis, dès le 4 mai, à notre disposition une plateforme dédiée aux seuls notaires permettant de déposer les actes et de faire inscrire les actes en ligne. J'ai donc pu utiliser cette plateforme pour plusieurs conservations CASAU. Bien évidemment, au terme de la procédure, j'ai toujours déposé un dossier physique, ce qui n'est plus un impératif pour l'administration fiscale, mais qui reste un impératif pour la conservation foncière. Mais tout le traitement du dossier s'est fait en amont par voie digitale, ce qui fait qu'avant, nous devions faire un dépôt, revenir pour éventuellement constater les remarques, pour, au terme de la procédure, que ce soit validé, nous avons pu déposer par voie numérique nos actes et notre dossier. Le dossier a fait l'objet de remarques, il y a donc eu échange. Nous avons donc apporté les modifications toujours par voie numérique et lorsque le dossier a été validé, nous n'avions plus qu'à le déposer physiquement. Le règlement des frais se faisait en ligne et l'établissement du certificat de propriété était attribué en ligne. Et cela sans qu'il y ait besoin de l'attestation d'un quelconque fonctionnaire de la conservation. Ce dont je parle vaut pour Casablanca. Je sais bien que le système est un système national, mais au niveau des conservations Casaoui auxquelles j'ai eu affaire, je peux dire que cela a été efficace, rapide. Maintenant, le dépôt physique reste un impératif, mais le dépôt physique se faisait au niveau de l'agent de sécurité. À partir du moment où l'agent de sécurité se voyait remettre l'expédition, c'est-à-dire la copie de notre acte, les pièces, c'était traité à distance et lorsque notre dossier était validé, nous pouvions le payer en ligne. Donc, de ce point de vue-là, je peux vous le dire, il y a eu d'indéniables progrès. Mais ces indéniables progrès ne servent à rien s'il n'y a ni partie à l'acte, ni bien vendu, ni client. Et aujourd'hui, c'est encore calme. On va dire aujourd'hui, l'aspect transactionnel, depuis le 23 avril, que vous constatez, c'est encore, le marché est calme, n'est-ce pas? Alors, moi, je n'engage que ma personne. J'ai passé quelques actes parce que j'avais établi des compromis préalables. Certains notaires n'ont même pas ouvert. Ils tournent vraiment en service réduit. Il suffit de lire la presse. Nous savions qu'avant la crise, déjà, le marché immobilier n'était pas en super forme. Et là, je suis vraiment dans l'euphémisme. Vous comprenez bien que cette crise n'a rien facilité. Elle l'a même aggravé. Donc, pendant cette période, on a géré la transition. Très sincèrement, j'avais des stagiaires. Je leur ai demandé de ne pas revenir pendant cette période. J'ai donc réduit mon effectif
pour faire face à la demande. Nous n'étions pas dans un nombre qui était insuffisant. Nous avons pu effectuer notre travail, mais je pense que mon témoignage vaut pour tous les notaires du Royaume. Nous ne pouvons que constater qu'il y a eu une baisse drastique des ventes et je crois que et les promoteurs immobiliers et tous les agents de la vie économique confirmeront mes propos. Cela va de soi. Merci, Maître Aboulejbal, pour votre témoignage. Sibn Jelloun, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent que pour faire revenir cette demande qui existait avant le 20 mars, cette demande solvable, aujourd'hui, face à une situation exceptionnelle, nouvelle, eh bien, ils s'attendent aussi à ce qu'il y ait une offre nouvelle et exceptionnelle. Et on parle aujourd'hui, pour faire revenir la demande, est-ce qu'il ne faut pas baisser de 15-20%, réformer la VFA pour redonner confiance? Qu'est-ce que vous pensez de ces éléments? Il a parlé de défaillance. Si ce n'est pas les défaillances de structure, oui. L'année dernière, il y a eu plus de 10 000 entreprises qui ont été en défaut de paiement et qui ont déposé le bilan. Et ça a des effets systémiques sur l'ensemble de l'activité. Parce que quand quelqu'un dépose le bilan, il traîne derrière lui toute une série donc, de sociétés qui sont en difficulté. Et là, il est question effectivement de veiller à ce que ce schéma ne se produise pas, ou ne se reproduise pas, ou ne continue pas de voir le jour dans les mois qui viennent. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Parce que s'il y a des défauts en cascade, c'est un problème systémique pour l'ensemble du système, pour les systèmes financiers banquiers, pour l'État, etc., et pour l'emploi. Alors, la relance doit se faire comment? La relance, elle ne peut se faire que par le seul biais de la solvabilité de cette demande-là. Donc, c'est pour ça que nous, donc, s'il n'y a pas d'acquéreur, c'est même pas la peine de travailler. Donc, pour qu'il y ait acquéreur, il faut créer de nouvelles opportunités. C'est pour ça que la Fédération nationale des promoteurs immobiliers a fait cette proposition de mettre en place de nouvelles opportunités, entre guillemets, pour l'acquéreur. De nouveaux produits, en fait. Nouvelles opportunités qui consistent à réduire le taux d'enregistrement et de conservation foncière, qui consistent à réduire donc les taux bancaires, etc., pour permettre, disons, à l'acquéreur de lui redonner confiance et de se rediriger donc se réorienter vers un achat. Vous avez parlé de baisse de prix. Alors, cette baisse de prix est déjà constatée sur le marché. Les promoteurs immobiliers sont en difficulté, il faut le dire, et cette baisse a été faite. Chaque promoteur immobilier agit selon son cas particulier, en fonction de sa situation financière et en fonction de son stock, et les promoteurs procèdent à des baisses qui sont parfois substantielles par rapport au prix qui était demandé initialement. Il est même offert par certains promoteurs immobiliers, donc la prise en charge des frais d'enregistrement et de conservation foncière. Chacun en fonction de son cas. Vous avez parlé de 10%, oui, parfois ça atteint 10%, mais il faut aussi comprendre une chose, c'est que malheureusement, dans l'inconscient collectif, il a été subodoré l'idée que le promoteur immobilier se faisait des marges qui sont conséquentes. La réalité est tout à fait autre. Très honnêtement, il faut savoir qu'un projet immobilier a une durée de 3-4 ans. C'est un secteur qui est extrêmement capitalistique et comme l'a si bien dit CESDER, que je remercie, dès que le système est déréglé, les risques systémiques, les risques de défaut sont extrêmement graves. Il a parlé effectivement de perte d'un logement par jour. Je confirme, ce risque existe et on peut facilement, un promoteur peut facilement basculer vers une faillite. Il y a un autre point sur lequel il faudrait aussi insister, c'est qu'il y a aussi beaucoup de désistements. Ça, c'est un point qu'on a relevé avec les autorités individuelles. C'est-à-dire qu'il y a des acquéreurs qui étaient là, qui ont fait des réservations, des promesses de vente. Depuis quand, Sibn Jelloun, il y a des désistements? Depuis la crise, on a assisté à une augmentation assez conséquente donc d'avoir des c'est tout standing confondu? Pardon? Tout standing confondu ou bien partie? Tout standing confondu, ça, il faut le dire. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça que la relance ne pourra se faire que sous deux conditions. L'accroissement du pouvoir d'achat donc des consommateurs, deux, les facilités administratives et aussi et surtout l'offre des banques aux entreprises qui sont en difficulté, aux promoteurs qui sont en difficulté pour une plus grande souplesse par rapport au remboursement des échéances en cours et aussi un reprofilage des dettes et aussi un financement, disons, temporaire, type d'Aman Oxygène, d'Aman Relance, surtout d'Aman Relance, qui permettrait, avec des conditions très souples, il
pas uniquement proposer ce produit-là à des effets donc de publicité, mais il faut vraiment accompagner le secteur de la promotion immobilière pour les entreprises qui sont structurées, qui ne sont pas en défaut et qui ne présentent pas un risque immédiat de collapse. Ça, c'est vrai. Mais cette aide-là est nécessaire. Sylvain Julon, est-ce qu'on n'est pas aussi face à une situation où aujourd'hui, on a besoin d'une offre produit renouvelée? Parce que le logement social, maintenant, on est arrivé un peu, il est en fin de parcours, en fin de vie. Le logement pour la classe moyenne, on sait sur le papier ce que c'est, mais on ne le voit pas beaucoup. Le haut standing, d'accord. Mais finalement, je pense qu'il y a aussi un travail à faire de la part et des promoteurs et peut-être aussi de l'État, d'offrir de nouveaux produits avec de nouvelles mises à prix pour toucher une catégorie encore plus large, notamment celle de la classe moyenne qui est encore et toujours mal servie. Je vous remercie pour cette question. Elle est pertinente, elle est d'actualité. Ça fait plus de 2 ans que la Fédération nationale des promoteurs immobiliers émet donc des propositions à l'État pour régler cette problématique. Toujours une fois, la mise en adéquation de l'offre par rapport à la demande. Le pouvoir d'achat du citoyen marocain est faible. D'après des études faites par le HCP, par le ministère, on sait parfaitement que la demande tourne pour des logements qui oscillent entre 80 et 120 mètres carrés et qui ne dépassent pas les 4 000 à 5 000 dirhams maximum. Et il faut donc du mètre carré. Et donc les salaires des Marocains sont faibles. Il y a 15% de la population, des foyers, 15% des foyers marocains qui ont un revenu qui dépasse les 15 000 dirhams par mois. C'est peu. Donc il faut faire preuve d'imagination et de sortir de nouveaux produits adaptés. Exact. Alors, qu'est-ce que la FNPI propose? Alors, le véritable problème, c'est, vous avez très bien dit, je vous remercie, revoir tout le modèle de mise en place des schémas directeurs et des plans d'aménagement, reconcevoir les villes et leur extension sous cet angle-là, de manière à offrir un foncier à un prix vraiment réduit. Malheureusement, le prix du foncier actuellement aussi entre 60 et 70% dans les grandes agglomérations par rapport au prix de revient d'un bien produit. Et ça, c'est une aberration. Dans les pays occidentaux, on est entre 15 et 20% de prix de revient, de la quote-part du foncier par rapport au prix de revient d'un bien immobilier. Il est question que l'administration use de nouveaux outils pour la mise en place de ces plans d'aménagement. Il faut utiliser le BIM, le SIM. Donc, ce sont des outils donc, informatiques qui sont là, qui permettent une modélisation de la croissance des villes et sa vision dans un avenir proche ou lointain. Et en changeant différents paramètres, on pourra voir ce que va être la ville dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans, un siècle. C'est ça ce qu'il faut voir. Et les outils actuellement utilisés par les autorités publiques, il faut le dire, sont un petit peu désuets. Il faudrait aussi que les autorités publiques comprennent qu'il faut une formation permanente et continue des instructeurs des dossiers et aussi des aménageurs et des personnes qui sont qualifiées pour mettre en place ces schémas-là. C'est un outil qui est fondamental. Il faut aussi voir, vous avez parlé de la classe moyenne. Il y a une disposition qui a été mise en place, prévue par la loi de finances de 2013 pour la classe moyenne, qui malheureusement n'a pas connu de succès, pour ne pas dire qu'il est un échec. Uniquement 10 000 logements ont été offerts, ont été réalisés pour satisfaire cette classe de la population. Il s'agissait de revendre des logements à 6 000 dirhams hors taxe et de proposer et d'offrir aux acquéreurs une réduction à 100% des droits d'enregistrement et de la conservation foncière. Actuellement, on ne peut pas produire à 6 000 dirhams hors taxe des logements de la classe moyenne dans les grandes agglomérations et même dans les agglomérations moyennes du pays. Ça, c'est à cause du prix du foncier. Premier point. Deuxième point, ce qu'il faudrait également faire, la fédération l'a proposé, c'est de proposer donc une plus grande verticalité des villes. Au lieu d'aller dans une extension horizontale qui est coûteuse en frais d'équipement et en aménagement, il faut concevoir de nouveau. Donc, tout est dans la conception et de la mise en place de ces outils-là. Concernant le logement social, il devra prendre fin en fin 2020. Et pour l'instant, nous n'avons pas, encore une fois, une proposition
de nouvelles dispositions qui doivent être mises en place Vous, rapidement. en tant que fédération, vous avez proposé des choses. On a proposé plusieurs mesures, plusieurs dispositions. Lesquelles? On a plusieurs, il y a plusieurs schémas qui peuvent être mis en place. Il s'agit peut-être, pourquoi pas, d'avoir une approche régionale donc de ces logements sociaux, voir quels sont les besoins, disons, de région par région. Et pour cela, il faudrait que les différentes autorités collaborent pour nous donner des statistiques réelles des stocks qui sont produits et qui sont invendus. La conservation foncière doit aller dans ce sens-là. On doit savoir que dans telle région, il y a un besoin de temps et il y aura un besoin de temps dans les prochaines années. Il faut savoir que le taux d'urbanisation actuellement est de 60% des villes marocaines et qu'on atteindra 70% en 2025-2028, ce qui fait un flux de 3 à 4 millions d'habitants vers les villes, un flux permanent. Il faut le prévoir. Tout ceci nécessite vraiment une excellente réflexion scientifique et continue. Et continue, région par région. Alors, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, Sybille Gelloul. Vous avez raison en parlant de mise à niveau de tous les acteurs, en fait. Et une mise à niveau permanente. Et ça inclut également les promoteurs immobiliers. Vous avez parfaitement raison. Et notamment l'accès à cette profession qui n'est toujours pas réglementée. Je vous remercie encore une fois pour cette question. Qui est une porte ouverte un petit peu à tous les abus, les choses qu'on a vues par le passé. Et il y a quelques mois, sans citer les noms, des scandales, etc., par des promoteurs immobiliers ou des personnes qui se prétendent promoteurs immobiliers, mais en fait, qui polluent le marché et qui contribuent finalement à cette réticence, suspicion des acquéreurs, n'est-ce pas? Je vous remercie pour cette question encore une fois. Elle est pertinente, elle est d'actualité. On a maintes fois demandé aux autorités à ce qu'il y ait un statut du promoteur immobilier parce que les dispositions actuelles permettent à tout un chacun qui n'a aucune connaissance du secteur, qui ne connaît strictement rien, ni à la construction, ni à la promotion, ni à ses aspects réglementaires, urbanistiques, techniques, d'accéder à cette profession et de produire des logements sans qu'ils maîtrisent réellement le savoir-faire. Pour ça, c'est une aberration. Il faut aller dans ce sens-là. Il y a des pays limitrophes qui ont un statut du promoteur et qui permettraient effectivement de redonner la confiance à tout le monde et qu'il y ait un agrément, soit un statut, soit un agrément du promoteur immobilier. Je pense que le ministère est conscient de ça. Madame la ministre, on en a parlé à plusieurs reprises. Ça fait partie des chantiers. Ça fait partie des chantiers qui doivent être mis en place. Concernant les dysfonctionnements dont vous avez parlé et les scandales que vous avez à juste titre relevés, il y a lieu de dire que la majorité de ces scandales-là, l'écrasante majorité de ces scandales-là, relèvent de promoteurs immobiliers peut-être qui sont peu scrupuleux et qui n'ont pas pignon sur rue et qui n'opèrent pas depuis longtemps, mais aussi des amicales d'habitation. Alors, les amicales d'habitation constituent une source de problèmes qui sont non négligeables. Et on peut dire que la majorité des problématiques relevées ces dernières années concernant non-livraison des logements, concernant la fuite des gérants des amicales d'habitation, constituent donc des problématiques dont sont victimes de pauvres acquéreurs. Pourquoi ces pauvres acquéreurs sont alléchés par des offres de vente soi-disant à des prix réduits et on se retrouve après avec Alors, très bien. C'est la raison pour laquelle j'ai évoqué ce point, parce que j'estime qu'il rentre dans le contexte global de reprise que l'on voudrait pour le secteur et aussi des conditions favorables pour que l'acquéreur puisse revenir sur le marché. C'est ce qu'on a l'habitude de dire quand l'immobilier va, tout va. On peut dire que le contraire aussi est vrai. Quand l'immobilier va mal, tout va mal parce que c'est un secteur qui est transverse et qui touche énormément d'autres secteurs et qui est une locomotive. Moi, j'ai une question par rapport à la crise. Aujourd'hui, il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Sur l'encours global des crédits alloués à l'économie, près du tiers a été alloué au secteur immobilier et BTP. On est autour de 30%. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, on n'a pas le choix? On est obligé de sauver le soldat Ryan parce que 30%, c'est énorme. Si demain, il devait y avoir des faillites dans ce secteur en cascade, eh bien, ça aurait des conséquences très graves sur le système financier et bancaire marocain. Donc aujourd'hui, à la limite,
on n'a pas trop le choix. On a financé ce secteur à hauteur de 30%, donc le secteur financier est très exposé. Est-ce que selon vous, il y a un risque? Le risque, il est là, ça c'est certain, comme pour toutes les entreprises. Mais le soldat Ryan dont vous êtes en train de parler a donné des garanties. Tous ses crédits sont adossés à des garanties bancaires. Donc aujourd'hui, moi j'ai vu des cas où un certain nombre de promoteurs immobiliers ont rétrocédé à leur banque leur stock C'est directement. des dations en paiement. Oui, ouais, des dations en paiement. Donc, ils ont rétrocédé pour pouvoir s'en tirer à 0 dirham. Mais disons que ce n'est ni la vocation Oui, de la banque, oui, ouais, ni exactement. la finalité du promoteur. Absolument, absolument. Donc, on est là dans un Ah, modèle qui ne fonctionne pas. absolument. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que parler de solution de pompier serait apporter des solutions de pompiers serait peut-être hasardeux et va entraîner beaucoup de dégâts par la suite. Donc aujourd'hui, il va falloir repenser, réétudier le système. Quand on dit qu'il faut encourager la, la demande, il faut encourager la demande, mais il faut également assister les promoteurs immobiliers à travers un certain nombre de mesures très rapides, très rapides. Donc, repenser, donc c'est l'occasion. Quand il y a crise, généralement, c'est le moment pour faire passer beaucoup de changements, beaucoup d'actions de changement Qu'est-ce qu'il qu'on faudrait n'aurait faire? pas pu passer avant, parce Qu'est-ce qu'il que faudrait faire on selon vous, résiste beaucoup au changement. Rachid? Moi, à mon sens, le premier axe serait d'accélérer, mettre en place des mesures pour accélérer la réalisation des programmes immobiliers. Donc, C'est-à-dire les tout ce délais. qui est Donc, en cours. raccourcir les délais. Non, en cours ou ce qui va venir, raccourcir les délais. En Parce que cours, le problème de l'immobilier, c'est un problème de temps. oui. Le temps, c'est de l'argent. Plus le temps passe, plus ça coûte plus cher. Donc, aujourd'hui, il faut revoir ce délai entre le moment où l'investisseur lance un projet, là, même avant l'autorisation, l'acquisition de son terrain, jusqu'au moment où il va commencer à commercialiser. Donc, il faut agir sur ce délai, savoir agir sur ce délai pour pouvoir rendre le secteur compétitif. Moi, j'ai eu des contacts juste avant la crise avec des promoteurs étrangers. Ils ont commencé à comparer l'investissement immobilier entre le Maroc et le Sénégal. Donc aujourd'hui, on dit que l'Eldorado de l'immobilier, il est en train de basculer du Maroc vers le Sénégal. Imaginez alors que nous, on a encore des potentialités pour pouvoir Mais les servir. Marocains construisent au Sénégal. Nous avons Absolument. des promoteurs Absolument. qui sont présents au Sénégal. Deuxième axe, et c'est très important, c'est également réétudier les modalités de financement, mettre en place des financements appropriés pour le secteur immobilier. Là aussi, quand on débloque un crédit avec du retard, 3, 4, 5 mois, 6 mois, 10 mois après, avec des problèmes de mise en place de garantie, de ceci, de cela, tout ça, ça coûte de l'argent. Et des fois, même lorsqu'on débloque le financement, ça ne sert plus à rien. Ce qui est fait est fait. Donc, le coût, il devient exorbitant et votre logement. Donc, soit vous allez travailler à perte, soit vous allez faire de la non-qualité et ça va se traduire également sur la demande. La demande, donc il va se déplacer ailleurs. Très bien. Le coût, il faut agir sur le coût. Il faut mettre en place des mesures pour pouvoir agir sur le coût. Donc, il y a le foncier, le coût de production d'un bien immeuble. Donc, vous avez le foncier. Oui. Le foncier, aujourd'hui, il devient très cher au niveau d'un certain nombre d'agglomérations. Donc, il faut, comme il a été dit tout à l'heure par Anis, moi je partage cet avis, il faut aller chercher le foncier ailleurs. Aller chercher le foncier ailleurs, comment? C'est Rachid. C'est une idée que je souhaiterais développer. Vous avez des villes nouvelles qui sont autour par exemple, de Casablanca, donc Birjdid, Khiaïta, etc. Donc ces villes, ne sont pas aujourd'hui correctement raccordées sur le plan logistique. Le transport pose un problème. Si aujourd'hui on repense aussi ça en mettant en place un mode de transport efficace qui va permettre aux gens d'aller travailler à Casablanca, rentrer le soir
dans une ville qui est située à 30-40 km au bout de 20 minutes, ça permettra d'améliorer le niveau de vie des citoyens et ça permettra d'accéder à des logements à des prix intéressants parce que le foncier revient moins cher et même la qualité de vie des gens il va être améliorée. Il faut également agir au niveau d'un certain nombre d'intrants. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut repenser quand des promoteurs ont fait l'étude des montages de projets immobiliers et on constate par exemple des composantes essentielles et incontournables comme le raccordement au réseau d'assainissement, les peines et soins et tout ça qui coûte excessivement cher. Et donc, on est obligé de faire des gymnastiques pour pouvoir réduire le coût et qui agissent en termes en termes de pourcentage. Donc, ils sont très importants. Donc, il faut agir sur ces éléments pour les rendre supportables et pour que ça corresponde à la prestation qui est rendue. Donc, il faut que ça soit logique et cohérent par rapport à la prestation qui est rendue. Bon, bien sûr, tout ce qui est impôts et taxes, bien sûr, il faut repenser le système de toute façon, aujourd'hui, on n'a plus le choix. Tout est digitalisé, tout est tracé, donc on ne peut plus rien faire. Tout à fait. Les impôts et taxes, les choses sont claires. Donc, il faut savoir prendre la bonne décision pour pouvoir agir sur une fiscalité qui va être au service du développement. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est Rachid. Quand vous parlez d'agir sur ce qui est administratif, réglementaire et même au niveau gouvernance, on est d'accord. Il faut réduire les délais, il faut plus de célérité, il faut plus de simplification. Mais pour le reste, nous sommes dans un marché libre où c'est l'offre et la demande qui déterminent les prix. Comment agir sur le prix du foncier quand vous avez, dans un marché comme le nôtre, de la spéculation? Vous avez des gens qui achètent pour revendre plus cher. On ne sommes pas dans une économie dirigée. Nous sommes dans une économie très libérale, très libérale, ultra-libérale même. Donc, à partir de là, c'est le profit qui règne. Et quand vous avez le profit qui règne, ben vous avez aussi des plus-values, vous avez des gens qui font des plus-values énormes. Donc, c'est vrai que sur le plan administratif, on peut agir, mais je reste toujours circonspect quand il s'agit d'agir sur le prix des intrants, sur le prix du foncier, parce que ce qui détermine le prix du foncier, c'est le marché, et le marché est complètement ouvert chez nous. Il faut ouvrir à l'urbanisation un certain nombre Oui, c'est une partie de la terrain. solution. Et il faut que celui qui profite de cette ouverture, qu'il paye le coût, parce que quelqu'un qui a un terrain agricole qui a 100 000 dirhams et qui aujourd'hui vaut 10 millions de dirhams, donc c'est quelqu'un qui doit contribuer considérablement en termes de fiscalité. D'accord. Donc, il faut qu'il paye le prix. Mais si on ouvre, donc il y aura la concurrence. Et donc, l'offre de terrain sur le marché va devenir plus importante. Et à ce moment-là, donc, on va pouvoir repartir sur des prix. Très bien. Voilà. Alors, moi, je reviens à Maître Abou Lachibal. On a évoqué… Je peux rebondir sur ce point. Allez-y, Anis. Je vais rebondir sur ce point qu'a dit à juste titre c'est Sdek, pour lequel je vous remercie. Effectivement, les droits des régies ont augmenté de façon considérable, surtout à Casablanca, de manière injustifiée. Et c'est en plus le promoteur qui doit prendre en charge le raccordement et même l'extension des réseaux d'assainissement, d'eau potable, etc. À quoi sert une régie si elle est là que pour percevoir des droits et taxes et si elle ne procède pas à la planification et à la réalisation de l'extension des réseaux? Ça, c'est la première anomalie. Deuxième anomalie, au niveau de la fiscalité. Je vais essayer de vous énumérer très brièvement l'ensemble des taxes qu'un promoteur paye. Enregistrement, conservation foncière, droit des communes, droit des agences urbaines, droit de la protection civile qui maintenant sont arrêtés, taxes sur terrain non bâti, IS, IR, TVA, ainsi de suite. On a fait une simulation au niveau de la fédération. On s'est rendu compte que pour un bien produit de bout en bout de la chaîne, un bien produit qui est vendu à 100, l'État perçoit 40% de taxes entre le promoteur immobilier, les différents intervenants et l'acquéreur. C'est beaucoup. À notre sens, c'est beaucoup. Pourquoi ne pas proposer un schéma, carrément,
un schéma très clair, qu'il y ait une seule taxation pour le promoteur immobilier dès le départ. C'est-à-dire que vous êtes autorisé pour faire un projet de social, un projet de moyen standing ou un projet de haut standing, qu'il paye, que ce promoteur immobilier paye une taxe fixe forfaitaire à une seule personne, à la DGI, et que cette DGI répartisse. On répartisse ça à la conservation foncière, à l'enregistrement, etc., etc., etc. Ça serait de combien selon vous? Non, c'est rien, mais tu le vois, c'est une étude, c'est une idée qui me vient, mais elle peut vraiment être creusée. Concernant l'extension des villes, ce qu'a dit Siddiq est une possibilité. Il y en a une autre. Nous proposons… La verticalité. La verticalité, et pour l'extension des villes, afin d'effectivement de limiter les problèmes spéculatifs, pourquoi est-ce que l'opérateur public, l'Omran, ne prenne pas en charge l'extension des villes, d'accord, et qu'il soit converti en un aménageur national, extrêmement, disons, doté de compétences et de vision futuriste à long terme pour les villes concernées, et avec, disons, un aménagement de qualité, vraiment de qualité, et pour la mise en place donc de zones qui sont bien assainies, avec une voirie excellente qui ne doit pas être à chaque fois refaite, avec des réseaux des deux côtés des voiries, etc. Et proposer ces biens-là à des promoteurs privés ou publics ou j'en sais rien, à un prix défini et avec une limitation des prix de vente. Ouais, donc ça serait aussi une proposition que je soumets à l'audience qui pourrait réfléchir dans ce sens-là. Ce sont des pistes de réflexion, c'est pas… oui, il faudrait évoluer dans ce sens. C'est des choses qui sont discutées au sein de la fédération? Vous savez, on émet beaucoup d'idées. On émet beaucoup d'idées. On essaie de réfléchir, mais il faudrait qu'il y ait… on sent pas qu'il y ait comment dirais-je, des réponses assez diligentes pour toutes ces problématiques. Siddiq a parlé d'une crise effectivement difficile et conjoncturelle qui risque d'avoir de très graves conséquences sur l'ensemble du tissu économique, et il y a lieu de réagir avec diligence et avec urgence par rapport à cette problématique-là. Il y a lieu franchement d'apporter des solutions adéquates par rapport à ce qu'on vit actuellement et par rapport à ce que vit ce secteur-là. Alors, merci Ibn Jeune pour cette précision. Je reviens à Maître Aboul Achbal. On a parlé tout à l'heure d'un élément qui est susceptible de disparaître et qui est le référentiel des prix de l'immobilier, lequel a fait beaucoup couler d'encre depuis son apparition il y a 3-4 ans peut-être. J'aimerais avoir un peu votre avis sur la chose, vous en tant que praticien. Comment est-ce qu'aujourd'hui ce référentiel, selon vous, a guidé le marché peut-être ou l'a bridé? Mais aujourd'hui, comment est-ce que vous le voyez dans le futur? Est-ce que c'est une bonne chose de le garder et de le réformer, ou alors carrément de le supprimer pendant une certaine période, le temps que les choses reviennent à la normale? Par rapport à la question que vous me posez, tout d'abord, je tiens à préciser que nous arrivons toujours au bout de la chaîne, c'est-à-dire que toutes les opérations que nous avons évoquées en amont, elles finissent à notre étude. Et lorsque le notaire reçoit l'acte, effectivement, le projet est achevé, sauf s'il s'agit d'une vente en état futur d'achèvement. Et donc, lui est chargé, normalement, de donner vie à la volonté des parties, c'est-à-dire de faire inscrire l'opération de vente au niveau du titre. En tant que praticien, j'ai pu constater ce qui se passait, effectivement. C'est-à-dire que le principe du référentiel, c'est quoi? C'est que l'administration fiscale a considéré qu'il fallait donner un prix au mètre carré par zone. Or, ce prix au mètre carré par zone est pris en considération lorsque l'on calcule l'éventuelle plus-value, c'est-à-dire la différence entre le prix de revente et le prix d'entrée dans le patrimoine. La question du référentiel se pose surtout si ce référentiel n'est pas pertinent, parce que vous comprenez bien que si on adopte un référentiel, il faut que la somme qui est retenue soit fidèle au marché. Si la somme qui est retenue n'est pas conforme à la réalité du marché, vous arrivez à une situation ubuesque où pour lutter contre la fraude fiscale, vous avez des montants qui n'ont rien à voir avec la réalité, qui font qu'une personne va vendre ou souhaite vendre et ne vendra pas parce qu'elle sait qu'elle ne va pas être taxée sur le prix de vente réel, mais sur le prix de vente que l'administration fiscale pense être le bon. Donc, en France, vous avez des référentiels. Vous pouvez aller chez un agent immobilier et vous aurez des référentiels affinés. Le problème et la problématique qui s'est posée au Maroc, c'est est-ce que ce référentiel est suffisamment fin? Dans certaines circonstances, j'ai pu constater
et je crois que mes clients étaient de bonne foi, que le prix qui était indiqué dans l'acte était le bon et que malgré tout, ils ont été retaxés parce qu'ils n'étaient pas conformes au référentiel. J'ai aussi vu des gens qui souhaitaient absolument vendre et qui ne trouvaient pas d'acquéreur au prix du référentiel et même très en deçà. Ce qui fait qu'ils savaient que s'ils trouvaient un acquéreur en deçà, ils ne seraient, je le répète, pas taxés sur le prix de vente, mais sur le prix du référentiel. Alors après, ils peuvent toujours faire un recours, mais l'administration fiscale ne l'entendra pas, il faudra aller en voie de justice et entraîner une expertise. Vous comprenez bien que pour une personne qui souhaite vendre, c'est assez réfrigérant. Donc, oui au référentiel s'il est calibré et fin. Mais s'il ne l'est pas, mieux vaut sans doute l'abandonner. Je ne parle en aucun cas au nom de ma profession. Je constate en tant que praticien, vous comprenez bien que je suis le premier partisan de l'impôt. Et je comprends bien aussi que la fraude fiscale est le premier malheur de notre société. Parce que dès lors que vous avez des bénéfices ou vous avez des plus-values qui ne sont pas déclarées, c'est l'ensemble de la société qui trinque. Et surtout, en ce moment de crise où les recettes fiscales vont s'affaisser, au moment où on va demander à l'État de donner des dépenses supplémentaires, il faut que ceux qui doivent payer payent le vrai prix. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Mais je sais avec certitude que des gens ont refusé de vendre à la vue du référentiel, non pas parce qu'ils ne voulaient pas payer le juste impôt, mais parce qu'ils savaient qu'ils ne paieraient pas le juste impôt, car ils paieraient un impôt bien supérieur au prix réel. Ça, c'est mon expérience de praticien. Je pense qu'elle est corroborée par d'autres témoignages. Je pense que le gouvernement en a parfaitement conscience. D'ailleurs, le ministre des Finances avait annoncé il n'y a pas si longtemps qu'il modifierait le référentiel. Je ne suis, et je vous le répète, qu'une personne qui parle en son nom. Je ne représente pas mon ordre. Ce n'est pas à moi de demander l'abolition du référentiel. Ce n'est pas à moi d'en demander le correctif. Mais je sais que si vous optez pour un système de référentiel, il faut qu'il soit très fin et très subtil. Sinon, vous allez dans un mur pour toute la profession immobilière. Très bien, merci beaucoup, Maître Aboulachbel. Je vais donner la parole à sur ce point, si vous permettez. Oui, allez-y, Anis. Pour rebondir sur ce point du référentiel. Alors, juste avant de… Parce que ça fait partie quand même, vraisemblablement, des mesures qui sont contenues dans cette loi de finances rectificative. C'est-à-dire que… Espérons. Voilà. Espérons que… alors, avant d'aborder ce problème du référentiel qui est évoqué à juste titre et qui a été très bien expliqué par Maître Aboulachbel, j'ai parlé tout à l'heure de 40% de taxes cumulées donc, pour la production d'un bien de bout en bout. Certes payées par le promoteur, mais au final supportées par qui? Par l'acquéreur. Vous comprenez? Donc, c'est l'acquéreur qui, en bout de chaîne, est là et c'est lui qui trinque. Et c'est là où est l'anomalie. Pour revenir au référentiel, oui, vous avez parfaitement raison, c'est Maître Aboulachbel, on est confronté à cette problématique. On va faire un petit historique du référentiel. Le référentiel a été initié par qui? Par l'Agence nationale de la conservation foncière et de la cartographie, il y a longtemps, sous l'ancienne direction. Pourquoi? Pour optimiser et augmenter considérablement les droits et taxes à payer à cette agence-là. Sur ce référentiel ont été greffés trois impôts à payer, à savoir donc la mise en concordance, c'est-à-dire quand vous produisez un bien sur un terrain qui est vide, il faut mettre en concordance donc le terrain avec le bien construit. Donc on prend ce référentiel-là et on y ajoute donc le bien qui est construit. Mais sur le paiement de cette taxe-là est également compris le prix du terrain. Donc une double taxation au niveau de la conservation foncière. Premier point. Ensuite, on fait l'éclatement du titre foncier. C'est-à-dire qu'on évalue le bien à la vente. Donc, le bien à la vente, il y a le prix du terrain, le prix de la construction et la marge du promoteur. Et dans ces deux cas, il y a également, donc, on a payé, le promoteur a déjà payé le prix du terrain, il a déjà payé le prix de la construction et il paye encore une troisième fois sur sa marge. Le référentiel mis par la conservation foncière est un prix en TTC. Donc, il y a 20% de TVA dessus. Et quand vous demandez à la conservation foncière un reçu, c'est un reçu qui vous est donné en hors taxe. C'est une anomalie. Et à partir donc du référentiel de la conservation foncière a été fait le référentiel de la DGI pour effectivement lutter contre la spéculation, contre la fraude et contre le non-paiement des… Mais la FNPI avait été concertée à l'époque. Hein? Il s'était concerté avec la FNPI à l'époque. Justement, il y a une divergence. Le référentiel de la DGI est différent de celui de la conservation foncière.
Et parfois avec des divergences de 2000 à 3000 à 4000 dirhams par mètre carré. C'est beaucoup. Vous voyez, parce que en fait, si vous voulez, l'actualisation du référentiel de la conservation foncière est faite sur une longue période. Et dans le cadre d'un marché baissier, si vous avez une longue période, donc si vous vous basez sur les contrats qui ont été faits il y a 2 ans, 3 ans, etc., ça ne correspond plus à la réalité. Et l'actualisation également du référentiel de la direction des impôts est aussi fait de manière annuelle ou bien tous les 2-3 ans, etc. Donc l'actualisation n'est pas bien faite. Et aussi dans le cadre d'un même bâtiment. Vous ne vendez pas le rez-de-chaussée quand vous vendez un quatrième, un rez-de-chaussée sur cour, pas ensoleillé, disons un petit peu biscornu, vous ne le vendez pas au même prix qu'un troisième ou quatrième étage bien ensoleillé, exposé. Donc, toute cette problématique qui est là et qu'il faut résoudre, il faut mettre un outil aussi rigide que ça, comme vous l'avez si bien dit, produit l'effet inverse, à savoir qu'il bloque les ventes. Il faut remédier à ça. Très bien. Donc, le référentiel qui, au départ, Oui. avait été bien accueilli par tout le monde. Hein. C'était un peu, il signait un peu la paix fiscale. Les gens se disaient, bon, il y a un référentiel, je vais être tranquille, je vais payer selon les prix du référentiel et j'aurai la paix. Je ne vais pas être révisé parce que c'est systématique. Ben, aujourd'hui, on se retrouve dans on dirait une situation un peu contraire où tout le monde pointe du doigt ce référentiel. Moi, je pense qu'il faut replacer le débat dans son contexte. Pourquoi? Parce qu'il y a une compréhension. Il faut comprendre une chose qui est très importante. Le référentiel, il a été établi pour quel besoin? Je parle sur le plan fiscal. Il a été établi pour les transactions qui devraient intervenir entre personnes physiques. Moi, je suis propriétaire d'un bien immobilier, j'y habite, donc je veux changer de logement et donc je vends mon bien. L'administration fiscale peut remettre en cause le prix de vente. Ce n'est pas le neuf, c'est le seconde main. Le seconde main. Et donc, on s'adressera toujours, c'est-à-dire on va réviser le prix dans le cadre des profits fonciers. Les profits fonciers, c'est des opérations ponctuelles qui sont réalisées entre personnes physiques, non pas dans le cadre d'une activité de promotion immobilière, mais dans le cadre d'une activité de gestion de patrimoine privé. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à intégrer et ne pas faire la confusion avec la situation d'un promoteur immobilier, personne physique ou personne morale, qui construit, qui est dans une chaîne de production de biens immeubles, qui revend, qui va vendre soit un lot de terrain, soit un bien. Donc à ce moment-là, c'est sa comptabilité qui fait foi. Ce n'est pas le référentiel qui va être utilisé pour le taxer. Donc jamais l'administration fiscale ne va venir lui dire le référentiel prévoit un prix de vente de temps et vous avez, parce qu'on est dans la liberté dont on a parlé tout à l'heure, la liberté du commerce. Moi, je décide de vendre à 50 en tant que promoteur immobilier. Je sais ce que je suis en train de faire. Je suis sous j'ai mes contraintes et donc le prix, il est là. Donc, c'est un prix économique qui est fixé par le marché. Voilà. Et donc, l'administration fiscale ne pourra jamais remettre en cause le prix de vente, sauf si elle apporte la preuve comme quoi j'ai fraudé. Et à ce moment-là, c'est à elle d'apporter la preuve. Donc, cette confusion-là, il faut la lever. Maintenant, est-ce que le référentiel bloque les transactions? Bon, certes, il va les bloquer au niveau des personnes, enfin des transmissions ou des cessions de biens qui pourraient intervenir entre particuliers, mais pas entre le B2C ou entre les promoteurs immobiliers et les particuliers. C'est pas si juste. Ça, c'est très important à signaler. Ça ne se passe pas comme ça. C'est comme ça qu'il faudrait qu'on se bat pour que ça se passe comme ça. Moi, c'est ce que je fais généralement. C'est comme ça que je conseille mes clients. Dans la pratique, la DGI, elle jette un coup d'œil, même pour les promoteurs immobiliers, sur le référentiel pour voir s'il n'y a pas une grande disparité. Vous voyez? Et donc. Ils n'ont qu'à apporter la preuve. Ouais, mais justement, alors il conteste ce prix-là, il lance un contrôle fiscal et c'est parti pour une longue procédure. Bon, en tout cas, le fait qu'on prévoit de mettre entre parenthèses, au moins jusqu'à la fin de l'année, ce référentiel prouve que finalement, on est bien conscient que le marché va être perturbé. Pardon, Amine. Moi, je pense que le référentiel,
il faudrait qu'il soit pris en tant que début de preuve ou présomption de preuve. Donc, il faudrait qu'il ne soit pas utilisé en tant que moyen de preuve par l'administration fiscale. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il soit figé. J'interviens au niveau pour la formation des experts en immobilier, les RICS, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et donc, dans les méthodes qu'on leur enseigne, c'est que ce qui a été dit tout à l'heure, un bien, ça dépend de sa position, de sa situation. Donc, on ne peut pas l'évaluer deux biens de la même manière. Ça dépend de sa configuration, ça dépend de beaucoup d'éléments qui vont entrer en ligne de compte. Et on ne peut pas aujourd'hui dire de manière systématique qu'un bien qui est situé dans tel quartier, quelle que soit sa position, il va valoir la même chose. Donc, c'est aberrant. Donc, ça veut dire qu'il va falloir relativiser par rapport à un tas d'éléments qui sont des fois déterminants et qui sont très importants. Un bien qui est en profondeur n'a pas la même valeur qu'un bien qui est en largeur. Donc, il y a une façade. C'est assez complexe. C'est assez complexe. C'est très compliqué pour évaluer les… Des fois, même sans aller dans le même quartier, sur le même palier. Vous avez deux biens qui sont sur le même palier, qui ont la même superficie, mais qui n'ont pas la même valeur. Et ça, pour pouvoir… Et donc, c'est pour ça que j'avais suggéré à l'administration fiscale, à un certain moment, de faire recours à des expertises pour pouvoir déterminer des fourchettes. Pas des prix, mais des fourchettes. Des fourchettes. Des fourchettes de valeur. Donc, ça permet de… Alors, moi, je voudrais terminer sur une note un peu positive, une ouverture un petit peu. On a assisté durant cette crise sanitaire à peut-être à une mutation ou des transformations des habitudes de consommation et même des besoins. On a remarqué par Oui-Dire et par différents agents immobiliers avec lesquels je suis en contact que le premier mois a été un mois plat, vraiment l'électroencéphalogramme plat. Les gens étaient dans la psychose, ils étaient tous autour du danger, etc. Le deuxième mois, la demande s'est réactivée et l'intérêt également. Les gens commençaient à appeler et à demander. Mais il y a de plus en plus de biens exprimés, de besoins exprimés pour des biens ayant un peu plus de jardin ou ayant plus de terrasses. Parce que, si vous voulez, cette expérience de vie leur a appris qu'aujourd'hui, ce n'était pas suffisant d'avoir 4 murs et un toit, mais qu'il fallait aussi avoir une certaine qualité de vie. Et ils ont ressenti ce besoin. Alors aujourd'hui, est-ce que pour terminer sur une note positive, est-ce que ça, c'est des pistes qui sont de nature à ouvrir de nouvelles opportunités pour les promoteurs et donc pour les acquéreurs également? Est-ce que ça vous a appris quelque chose? Oui, encore une fois, je vous remercie pour cette question qui est pertinente et qui est judicieuse. Je parlais tout à l'heure de l'adéquation de l'offre et de la demande, mais également dans le respect de la culture, dans le respect de la culture de notre citoyen, de notre histoire, etc. Donc, occidentaliser à outrance le modèle d'urbanisation et de vie sociale et sociétale n'est peut-être pas adapté à notre pays. Il faut aller dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je dis, en toute modestie, franchement en toute modestie et sans du tout ton péremptoire ni professoral, qu'il y a lieu quand même de revoir ce modèle de développement urbanistique et qu'il y a lieu de mieux l'adapter, qu'il y a lieu de le rendre beaucoup plus performant en y intégrant les éléments que vous avez à juste titre cités, une qualité de vie, qui doit être… Parce que le but de la manœuvre, c'est quoi? C'est de mettre en harmonie cette société avec elle-même. Je vais poser une question de but en blanc. Est-ce qu'on peut être satisfait du développement des villes de moyenne taille du Maroc dans lesquelles on voit un amoncellement de R+2, R+3 avec des rez-de-chaussée commerciaux dans lesquels il y a des ateliers d'artisans, de ferronniers, de menuisiers, de mécaniciens, de tôliers qui font un vacarme insupportable durant toute la journée? Comment voulez-vous que les habitants de ces constructions-là peuvent vivre de manière harmonieuse? Comment voulez-vous qu'il y ait un épanouissement de la jeunesse qui grandit dans ces milieux-là? Il y a lieu de revoir tout ça, et il y a lieu vraiment de le revoir de manière profonde, en tout calme, toute sérénité,
et en y mettant donc la matière grise qu'il faut et la vision qu'il faut, peut-être une approche régionale encore une fois, pourquoi pas. Ouais. Et moi je suis partisan de cette solution-là. J'espérais que les autorités publiques aillent dans ce sens-là et que qu'il y ait plus disons d'interactivité entre les opérateurs et l'administration, qu'il n'y ait pas une rigidité et dogmatique au niveau donc des schémas directeurs et de la planification urbaine. Il y a lieu qu'il y ait une concertation évolutive dans l'intérêt de tous. Dans l'intérêt de tous. Il ne faut pas considérer que chacun a son champ d'action et ses prérogatives qui ne doivent être en aucun cas, disons, inquiétés ou perturbés ou dérangés par d'autres propositions et d'autres visions d'opérateurs qui travaillent dans ce secteur-là. C'est pour ça que cette interactivité, pour moi, est importante. Il faut qu'il y ait une ouverture, il faut qu'il y ait un échange, un débat positif, structurel et disons, et allant dans un sens ascensionnel par rapport à l'intérêt de la collectivité et de la société. Parce que le but, c'est quoi? Encore une fois, c'est de produire une famille et un citoyen marocain heureux, serein, dans un habitat qui est serein. Vous voyez, ça me paraît fondamental. Je vous remercie. Merci, Sibé Julien. Dernier mot un mot de conclusion pour vous, Rachid. Alors, moi, je vais réagir par rapport à ce qui vient d'être dit. Certes, il y a des actions qui vont prendre du temps, hein, parce que ça, c'est des actions à long terme. Mais par contre, la problématique aujourd'hui, c'est le stock qui est disponible chez le promoteur qu'il va falloir liquider ASAP, comme on dit, tout de suite. Comment faire? Est-ce que, moi je pose la question, moi je n'ai pas de solution, est-ce qu'il n'y aurait pas des mesures à intégrer dans le cadre de cette loi de finances qui vont dynamiser le locatif? Parce que le locatif pourrait être une solution d'utilisation de ce stock pour ne pas le garder oisif et qui va être producteur peut-être soit des gens qui vont investir dans l'achat d'appartements à louer, ou même le promoteur pourrait les utiliser pour, disons, amortir le choc, sachant qu'aujourd'hui, ce secteur-là n'a pas eu de traitement spécifique et privilégié par rapport à la promotion. Voilà, très, très timide, vraiment très timide. C'est vrai, il y a un marché locatif qui est à prendre au Maroc, clairement. Je rebondis sur ce point, Amin, si vous permettez, merci pour cette question encore une fois. Ça fait partie des propositions de la fédération. Hein. Très bien. Très bien. Donc, Maître Aboul Achbal, vous avez un mot. Qu'est-ce que vous avez appris cette crise, vous, dans l'exercice de votre profession, en l'occurrence? Tout d'abord, je voudrais préciser que nous vivions déjà dans un état de crise avant l'état d'urgence et que cet état d'urgence et ce confinement a amplifié ce phénomène de crise. J'appartiens à une profession qui, elle aussi, souffre de la crise de l'immobilier. Je pense que si vous avez suivi l'actualité, vous avez vu que notre ordre national avait justement pris des mesures pour aider des centaines de notaires en difficulté. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que cette crise nous a montré à quel point il fallait amplifier le phénomène de modernisation de notre profession. Et cela avec méthode et avec subtilité, avec précaution et avec humilité. Donc, vous avez aujourd'hui des notaires qui sont contraints de recevoir les actes en leur étude. C'est le cadre légal. Vous savez que notre profession partage ce monopole avec les ADOU, les avocats agréés près de la Cour de cassation. J'aimerais juste préciser que le notariat a accompli des efforts immenses de modernisation qui le placent en tête de toutes ces professions. Aujourd'hui, quelqu'un qui recourt au service d'un notaire peut très bien obtenir un enregistrement rapide parce que nous avons mis en place un système informatique, je parle de notre profession, le système taotique, qui permet d'enregistrer immédiatement. Nous avons été légitimés par la conservation foncière qui a mis en place une plateforme numérique destinée aux notaires. Nous avons obtenu la faculté de faire en ligne les démarches d'attestation fiscale pour tous les impôts locaux qui concernent le bien vendu et nous faisons les déclarations TPI. Nous sommes une profession qui accomplit cet effort de modernisation et qui, si elle l'accomplit, sera un serviteur utile lorsque la reprise viendra. Alors après, il y a d'autres problématiques. Peut-être que nous parlerons à terme d'actes à distance ou de actes sur support électronique, mais je veux dire simplement une chose, c'est que si le contexte actuel est propice à l'apologie de la signature électronique, il ne faut pas perdre de vue que le notaire est normalement un tiers de confiance
que celui-ci a une mission qui nécessite souvent la présence physique des parties et que si nous devions aborder un virage de technologie que je souhaite, il faudrait le faire en concertation avec notre forme pour éviter une catastrophe nucléaire au niveau de toutes les acquisitions foncières et de l'ensemble du système immobilier. Maintenant, nous sommes leaders dans le monde de la modernité. L'après-confinement, j'espère, nous donnera l'occasion de le montrer. Merci beaucoup, Maître Aboul-Ajbal. Donc, sur ces paroles, je vais clore ce débat très intéressant. Je remercie beaucoup aussi Anis Benjelloul, vice-président de la FNPI, c'est Rachid Sdir, expert comptable et fiscaliste, et également Maître Jed Aboul-Ajbal, notaire à Casablanca. Merci beaucoup. Vous voulez dire quelque chose, Si Benjelloul? Non, je voulais vous remercier pour votre initiative. Merci, elle se répétera, Inch'Allah. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.